dès les premières phrases de cette synthèse, il est écrit noir sur blanc que ce rapport n'a pas vocation à rechercher les causes des effondrements. Pour autant, le rédacteur, en conclusion, ne se prive pas de dire que ça serait plutôt des problèmes de canalisation privés, donc, qui seraient possiblement à l'origine de l'effondrement. Donc, je crois qu'il faut qu'on prenne bien conscience que ce rapport est en réalité une synthèse de travaux qui ont été menés par tous les intervenants. Donc on a en préambule du rapport, sur la page de garde, tous les techniciens qui sont intervenus. Et donc ce rapport, il y a bien une main qui l'a rédigé, il y a bien quelqu'un qui a résumé des constats qui ont été faits, des constats techniques avec probablement des notes de calcul. Et ça, bien sûr, on ne l'a pas. On a simplement un résumé, une synthèse qui a été faite. Alors je ne dis pas qu'elle n'est pas bien faite, je dis simplement qu'il faut être conscient qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous font défaut lorsqu'il s'agit d'examiner ce document. Donc en fait, sur cette portion de la rue d'Aubagne, vous avez sur la partie gauche plutôt des 2 fenêtres, qui est le papa du 3 fenêtres, en fait, du siècle d'avant, donc plutôt 17e, et sur la partie droite, plutôt du 3 fenêtres. La rue Jean Roch est aussi une des premières rues de Noailles. Rue d'Aubagne et rue Jean Roch, ce sont des rues assez anciennes où on retrouve justement cette typologie du 2 fenêtres. On est quand même sur de la construction qui a pas loin de 300 ans, voire plus. On a forcément une fragilité du bâti, hein. On a des structures qui ont beaucoup souffert. Et après, il y a toute cette auto-réhabilitation qui se fait n'importe comment, notamment dans notre quartier, avec des surcharges de plancher, etc. Donc ça, les cloisons porteuses, effectivement, qu'on abat, qui fragilisent, etc. Au fil des années, il y a eu les travaux d'infrastructure des réseaux. À côté, métro. Après, peut-être ils peuvent me contredire. Peut-être, voilà. Ensuite, il y a eu le tram, il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu des séismes, des micro-séismes. Donc, tout ça, ça joue. À cette époque-là, on construisait avec des moellons. Donc, il n'y avait pas de ferraille pour reprendre. Donc, les bâtiments, ils sont en compression. Donc, on comprime. C'est comme on comprime. Voilà. Donc, quand il y a des mouvements, ces bâtiments, ils résistent bien. Les fondations résistent bien à la compression quand on comprime. Mais quand ça ramène, ça fait une traction, là, il y a problème. Et aussi, peut-être c'est dû à des tassements de sol. Donc, le sol, il bouge. Et on sait que le sol marseillais, la plupart des sols marseillais, il y a de l'eau qui circule. Voilà, il y a de l'eau, donc ça ravine un peu de partout. Ces 3 immeubles, ou bien un seul des immeubles, ou 2 des immeubles présentent, soit ils ont des caves qui ont été fermées. Donc, automatiquement, quand il y a des galeries ou des caves qui ne respirent pas, ça peut causer certains désordres à la longue. Les bâtiments qui sont installés sur des sources qui ont aujourd'hui disparu, il faut bien que l'eau circule quelque part. Alors s'il n'y a pas les moyens de s'écouler parce que les caves ont été bouchées, murées, c'est par les murs que ça va remonter dans les habitations. Le deuxième effet de l'eau sur ces matériaux-là, quand ce n'est pas la dissolution des ciments, donc qui permettent de rendre le matériau meuble, c'est éventuellement pour la partie argileuse. Donc les argiles, quand ça sèche, ça va se rétracter, et quand ça se mouille, ça va gonfler. Donc en fonction des saisons, ça a une espèce d'effet mécanique, hein, qui peut aussi participer de la déstabilisation. Je sais aussi comment sont traités les réseaux dans ce quartier par les concessionnaires. Donc on fait quand même de façon régulière des trous dans la voirie pour reprendre des réseaux, pour en rajouter. Ces trous ne sont pas rebouchés correctement. Nous avons des poids lourds qui passent dessus, ce qui fait des déformations, ce qui abîme les réseaux. Donc que les réseaux publics n'aient pas été touchés dans cette affaire, j'avoue que j'ai un certain doute là-dessus. Après, au niveau du privé, je n'en ai pas du tout. Ça, c'est sûr. Et après, on est quand même sur des problématiques qui ne sont pas sur un court temps. Hein. C'est des années et des années d'écoulement qui ont été non réparés,
plus, bien sûr, quand même, ces fortes pluies et ces gros épisodes pluvieux. Ça, c'est sûr que la perméabilisation des sols, que ce mauvais traitement des réseaux, et notamment des concessionnaires, parce que c'est pas que les réseaux, ils trouvent aussi nos façades allègrement, sans aucune autorisation, en fragilisant la portée des façades. Donc on a quand même un gros problème au niveau des concessionnaires sur la façon de faire les travaux et donc au niveau de la collectivité sur la façon de contrôler les travaux. Donc j'ai été amené à travailler pendant une dizaine d'années avec les services d'hygiène et les services de péril. Bon. Ce que moi j'ai pu constater à travers mon expérience, c'est que ces services fonctionnent très mal depuis longtemps, et que ce soit au niveau des services de péril ou au niveau des services d'hygiène. Je vous donne un chiffre. Depuis des années, on a 2000 à 2500 signalements qui arrivent dans les services d'hygiène, et pour autant, on n'a pratiquement aucun arrêté d'insalubrité qui sort chaque année. On a moins d'une dizaine d'arrêtés qui sort, qui est pris par la préfecture, puisque c'est une compétence de l'État aujourd'hui, les services d'hygiène, enfin depuis, voilà. Et donc on voit bien qu'il y a une disproportion énorme entre des signalements et donc un diagnostic qui est connu. Et là, je voudrais aussi revenir là-dessus sur Noailles. On sait depuis longtemps, on connaît quand même à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du logement, l'état du bâti. Alors on le connaît encore mieux avec l'étude qui a été menée en 2014. On a par ailleurs des outils juridiques qui permettent d'intervenir de manière lourde sur les arrêtés d'insalubrité. On peut, lorsqu'on a un arrêté d'insalubrité, motiver une expropriation et obliger le propriétaire, permettre à la collectivité publique de racheter un bien lorsque le propriétaire le délaisse. Et même en amont de ça, on en a aussi parlé pas mal dans les médias, mais lorsqu'on a un arrêté d'insalubrité ou un arrêté de péril qui prescrit des travaux, lorsque le propriétaire ne fait pas, la collectivité a les moyens juridiques d'intervenir avec ce qu'on appelle les travaux d'office. Ces travaux d'office, ils ne sont jamais réalisés à Marseille. Donc, bon, on se rend compte qu'il y a des dispositifs qui existent, des outils juridiques qui existent, et pour autant, on s'est aperçu qu'on intervenait depuis longtemps à l'échelle du logement, dans le diffus, de façon très saupoudrée, sur des immeubles qui auraient nécessité des interventions beaucoup plus lourdes et depuis beaucoup plus longtemps. Bon. Donc c'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire des dispositifs sur le centre-ville, on se rend compte aussi que Noailles était à chaque fois la dernière roue de la charrette, que Après avoir travaillé une dizaine d'années sur l'habitat à Noailles, j'attends effectivement qu'il y ait une réflexion beaucoup plus poussée sur la façon de traiter notre patrimoine ancien qui est extrêmement fragile. Je crois que les événements l'ont montré, sur la connaissance des sols, sur des modalités opératoires propres à ce type de bâti. Alors, je sais que ce n'est pas cette étude-là qui a rempli cette mission. Apparemment, il y a des prémices d'autres études qui vont arriver. Maintenant, les immeubles se réhabilitent, la réflexion n'est toujours pas menée, toujours pas poussée. Donc ça, c'est là où elle est mon inquiétude. Donc c'est très complexe, cette affaire-là. Moi, je n'ai pas envie de jeter la pierre à qui que ce soit. Ce dont j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait peut-être essayer d'avoir une vision un peu plus générale des choses, donc en prenant les choses au-delà de l'intervention du bureau d'études. Donc si les interventions citoyennes pouvaient faire en sorte d'appuyer cette démarche-là, qui est de demander à la mairie d'investir même pas 1% du budget consacré à ces études-là pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale des choses, ça me semblerait assez intéressant et pertinent. Voilà. En ouverture, on vous a dit que ce rapport n'avait pas vocation à déterminer les causes et les origines. Alors à quoi il sert ? Bon, pour le juriste, je ne sais pas. Maintenant, quand même, il faut être plus sérieux que ça. Il faut quand même savoir que cette sinistre affaire a généré malheureusement le décès de 8 personnes, si je me souviens bien, de plusieurs centaines de délogés, et qu'il y a actuellement une expertise judiciaire qui est en cours, puisqu'il y a, il ne faut pas l'oublier, et je pense que c'est ça le nœud du problème, vous avez donc une information, on appelle ça une instruction, qui est confiée à plusieurs juges d'instruction, avec une expertise confiée à des experts judiciaires, je dirais multi-compétents, enfin multidisciplinaires, pardon. Seulement le problème de ces procédures, c'est que premièrement, on n'en a pas la maîtrise,
parce que c'est le parquet et le juge qui commandent, je dirais, les opérations. Et puis il y a une deuxième raison à ce qu'on n'a pas d'information, c'est qu'il y a le secret de l'instruction. Et ce secret de l'instruction fait obstacle malheureusement à ce que l'on puisse satisfaire notre curiosité de ce soir. Voilà le problème. Donc on est forcé de se satisfaire pour l'instant de quelques informations qui nous donnent une orientation, mais sans aucune certitude.